publication de ces caricatures. C'est tout ça que décrit le procureur également. Ah oui, tout à fait. La France l'école française, la France n'est absolument pas coupée des mouvements qui traversent le monde, qui le bouleversent et qui le plongent dans la violence très régulièrement. C'est la résurgence d'un mouvement de fond et d'opposition aux démocraties libérales. Mais si je peux me permettre, en fait, ce qui est encore plus grave dans cette situation, c'est que on a connu déjà beaucoup d'attentats dans ce pays. On a eu la première génération, le GIA, les attentats venus du GIA Algérie. Ensuite, on a eu les attentats Al-Qaïda. Après, plus récemment, 2015, ces attentats projetés par l'État islamique sur notre territoire. Cette fois-ci, il est entièrement fabriqué sur notre territoire, avec un jeune terroriste qui est probablement peut-être le plus jeune dans la terrible et longue histoire de ces attentats. Et on se retrouve avec, j'allais dire vraiment, l'attentat islamiste fabriqué en France, pensé par des Français ou des Français d'origine naturalisée, tout fabriqué sur le territoire. Et ça, c'est assez terrible et inquiétant. Gérald Darmanin, qui était sur votre plateau, Maxime, hier soir, disait on en aura d'autres des comme ça. Oui, tout à fait. Mais vous mettez le doigt sur ce qui est le plus terrifiant. Les terroristes sont au coin de la rue, la terreur est au coin de la rue et l'épouvante est au coin de la rue, tout simplement parce qu'il ne s'agit pas d'une cinquième colonne venue de l'étranger dirigée par un gouvernement étranger, il s'agit d'un mouvement qui enrôle, en brigade et en doctrine, quelle que soit la nationalité des personnes. Et c'est pour ça qu'on s'est étonné, par exemple, au moment des attentats de 2015, d'avoir des convertis, des Français qui n'avaient pas de culture, qu'on voyait enrôlés dans les rangs de Daesh. C'est un projet strictement politique, et ce qui nous préoccupe, c'est que nous ne sommes aujourd'hui pas capables de garantir chacun de nos concitoyens contre ces agissements horribles. Il y a cette enquête, cette remise en examen ce soir, et l'hommage, évidemment, l'hommage à Samuel Paty, ce cercueil posé dans cette cour d'honneur de la Sorbonne ce soir. La France a rendu un hommage national à ce professeur assassiné. Lui qui incarnait la République, a dit ce soir le président Macron. Les images de cet hommage, c'est avec Juliette Andrieux. Dans la cour d'honneur de la Sorbonne, cette chanson de U2 qu'affectionnait Samuel Paty accompagne son cercueil. C'est l'hommage de toute une nation. Près de 400 personnes ont été conviées, dont cet ami qui ouvre la cérémonie avec un texte de Jean Jaurès. Il faut leur montrer la grandeur de la pensée. Il faut leur enseigner le respect et le culte de l'âme, en éveillant en eux le sentiment de l'infini qui est notre joie et aussi notre force. Car c'est par lui que nous triompherons du mal. Dans le silence du recueillement, un parterre de personnalités politiques, mais aussi le corps enseignant. Paraît qu'on s'habitue à la pire barbarie. Mais jamais on n'y a cru, et pas plus aujourd'hui. Paraît qu'on s'habitue aux horreurs qu'on vit là. Mais l'innocent qu'on tue, on ne s'habitue pas. Des professeurs, dont Emmanuel Macron a fait longuement l'éloge. Nous avons tous, ancré dans nos cœurs, dans nos mémoires, le souvenir d'un professeur qui a changé le cours de notre existence. Vous savez, cet instituteur qui nous a appris à lire, à compter, à nous faire confiance. Samuel Paty était de cela. Une cérémonie ponctuée d'une minute de silence et de la Marseillaise entonnée par la garde républicaine. Avant ces notes de Mozart pour clôturer l'hommage. Bonsoir Bernard-Henri Lévy. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir sur BFM TV. Quelle image vous retenez de cette cérémonie? Cette image magnifique qu'on vient de voir, ce cercueil porté à la Sorbonne comme aux Invalides, ce discours d'un président de la République ému et prononçant des mots empreints de noblesse, sans trivialité, avec une force symbolique très grande. Hommage à l'école, hommage aux professeurs, hommage à la République, et par-delà ces mots-là qui pourraient sembler des mots un peu vagues, la désignation de l'ennemi,
l'islamisme, tout ça était fort. Je ne sais pas comment formuler la question, mais la République n'est pas fatiguée, n'est pas usée de rendre hommage, de devoir rendre hommage comme ça à chaque fois à ces victimes d'attentats qui se répètent? La République, je crois qu'elle est fatiguée des attentats terroristes depuis l'école juive de Toulouse jusqu'à aujourd'hui, en passant par Madame Halimi et d'autres, et Charlie Hebdo. Elle est fatiguée de ça. Et elle est fatiguée d'avoir sans cesse à se soucier de ne pas offenser les islamistes radicaux. Je crois que c'est ça qui fatigue les professeurs, c'est ça qui les met parfois à bout de nerfs, et c'est ça qui les tue. Vous savez, il y a quelques années, on parlait de la culture de l'excuse. Maintenant, on est entré dans la culture de l'offense. Les professeurs, les forces de l'ordre, les politiques, les journalistes devraient se garder d'offenser les islamistes radicaux. Non. Ceux qui offensent l'islam, c'est les islamistes radicaux. C'est des actes comme cet acte atroce dont on porte le deuil aujourd'hui. Donc voilà de quoi, à mon avis, la République est fatiguée. Astrid de Vilaine, Emmanuel Macron a parlé de Samuel Paty comme d'un héros tranquille devenu le visage de la République. Les professeurs devenus des héros de la République, comme on a pu le dire, par exemple, pour les soignants pendant le Covid. Sauf que ça oblige derrière le gouvernement, ça oblige le président à soutenir ses professeurs à l'avenir. Exactement, et d'ailleurs, il l'a promis, Emmanuel Macron, dans ce discours court mais très intense et très très fort à l'égard, bien sûr, de Samuel Paty, mais aussi à l'égard de la communauté enseignante. Et par exemple, il a dit « nous vous soutiendrons, nous vous revaloriserons ». Et c'est vrai que l'éducation nationale n'est pas dans un très bon état. Moi, tous les reportages que j'ai faits dans des écoles, ça nous montre quand même une institution qui ne va pas bien. Il n'y a pas que les moyens, il y a aussi l'accompagnement. Et en effet, là, les langues se délient. On sent des professeurs qui, enfin, et malheureusement, à l'aune de cette attaque, disent ce qu'ils vivent sur le terrain, disent qu'ils ne sont pas forcément assez accompagnés. Et là, en effet, il faut une réponse globale. Je lisais tout à l'heure un chiffre, ils doivent enseigner la laïcité, ils n'ont été que 9% à être formés sur ces questions-là. Et c'est pas forcément simple, la laïcité, la loi sur la laïcité. Elle est complexe et c'est une spécificité française. Et donc, et en plus, en termes de pédagogie, etc., je pense qu'ils méritent et ils ont besoin d'un accompagnement. C'est aussi ce qu'on entend là dans leurs témoignages. Vous pourrez réagir dans un instant, Bernard-Henri Lévy, mais je voudrais qu'on parle de l'autre grand titre à la une ce soir. C'est cette question qui revient désormais chaque semaine. Quelles sont les villes? Quels sont les départements qui vont basculer demain en zone d'alerte maximale et donc subir un couvre-feu chaque soir potentiellement? Il y aura de nouvelles zones, il y aura de nouvelles villes. Le porte-parole du gouvernement l'a dit clairement aujourd'hui. La confirmation viendra, regardez, demain, 17h, nouvelle conférence de presse. Jean Castex, le Premier ministre, accompagné de 3 de ses ministres, santé, culture et numérique. Ce sera à suivre évidemment en direct sur BFM TV. Christophe Frapp, professeur, vous êtes avec nous ce soir. Nouvelle conférence de presse demain, parce que pour l'instant, les mesures qui ont été mises en place n'ont pas permis de mettre un coup d'arrêt, ou en tout cas un coup de frein, je dirais, à l'épidémie. Alors en fait, le gouvernement poursuit sa stratégie. On a annoncé un couvre-feu le 17 octobre sur l'Île-de-France et 8 autres métropoles sur des indicateurs épidémiologiques inquiétants. Et là, en fait, c'est la deuxième annonce, c'est que les autres territoires sont surveillés et que dorénavant, il y aura des mesures territoriales plus restrictives quand les indicateurs dépassent certains seuils. C'est ce qui arrive. Il y a maintenant un pilotage en temps réel et quotidien des différents indicateurs. Et par exemple, à Clermont-Ferrand, l'incidence dans la population est supérieure à 100 pour 100 000. Chez les personnes de plus de 65 ans, elle est très élevée et le taux d'occupation en réanimation dépasse le seuil acceptable. Donc c'est ce pilotage qui conduit de façon finalement hebdomadaire à élargir les mesures restrictives. Et dans le tableau qu'on voyait, on a essayé effectivement de résumer les villes qui pourraient basculer demain. On voit Clermont est dans une situation où l'épidémie progresse fortement. Pour les autres villes, on verra demain ce qu'il en sera. Je voulais qu'on donne les chiffres globaux, les chiffres nationaux. Ce soir, 166 décès de plus en 24 heures, 284 admissions en réanimation supplémentaires. On a dépassé, on est bien au-delà maintenant des 2000 personnes en réanimation. Évidemment, on est allé jusqu'à 7000 au pic,
Mais 2000, c'est beaucoup. 2000, c'est beaucoup parce que la doctrine du système de santé français, c'est de prendre en charge les autres patients. Et nos réanimations sont pleines. Classiquement, au mois d'octobre, il y a toujours beaucoup de monde à l'hôpital. Et donc là, c'est une tension qui est mixte, liée à ces patients infectés par la Covid-19, mais également à tous les autres patients dont on a le devoir de les prendre en charge de la meilleure façon. Et encore un point, preuve que le virus circule partout désormais, ou quasiment partout. L'information que nous avons ce soir à BFM TV, c'est que demain, des zones rurales seront concernées par les annonces du gouvernement, ce qui est une nouveauté par rapport aux dernières semaines. Tout à fait. Le virus est un ennemi invisible, il circule avec les personnes, elles peuvent être asymptomatiques. Il y a certainement une perception du risque insuffisant en zone rurale et des rassemblements, des déplacements de population. Certaines zones comme Avignon, Perpignan, le Jura par exemple, pourraient basculer en zone d'alerte maximale. Et on va suivre ça demain, conférence de presse à 17h donc du Premier ministre. Merci beaucoup Christophe Rapp. On va parler aussi, je vous le promets, Bernard-Henri Lévy, du Covid. Vous êtes avec nous jusqu'à minuit en direct. Mais à 23h23, il est l'heure du choix de BFM TV, du choix de 22h max. Et alors ce soir, j'ai choisi de revenir sur la polémique du jour, les propos de Gérald Darmanin sur les produits halal, les produits cachers, polémique qui a démarré sous mes yeux hier soir dans le studio qui est juste à côté. Le ministre de l'Intérieur est alors notre invité face à BFM, 2 heures d'émission. Nous avons longuement parlé de la menace terroriste, de la lutte contre l'islamisme, mais à 21h48 très précisément, je lui demande de préciser une phrase qu'il a prononcée la veille. Il reprochait à certains commerces de trier leurs clients en fonction de ce qu'ils mangent. Moi, ça m'a toujours choqué d'entrer dans un hypermarché et de voir qu'il y avait en arrivant un rayon de telle cuisine communautaire et de telle autre à côté. Voilà, en tout cas, moi, c'est mon opinion. C'est comme ça que ça commence, ce communautarisme, voilà, je pense. Instantanément, les réactions pleuvent sur les réseaux sociaux, au point qu'1 heure plus tard, je demande à nouveau au ministre de repréciser sa pensée. Je comprends très bien que la viande halal soit vendue dans un supermarché. Ce que je regrette, c'est les rayons. Pourquoi je dois faire un rayon différent lorsque je vais acheter? Là, je reconnais donc du coup les musulmans qui vont dans le rayon halal, puis je vais dans le rayon kasher, puis j'ai le rayon de tous les autres. Pourquoi, lorsqu'on vend la viande, il y a des supermarchés qui le font. Ils ne font pas de commerce du communautarisme au sens marketing du terme, où vous trouvez toutes les viandes, et vous croisez toutes les personnes qui veulent acheter toutes les viandes. Pourquoi des rayons spécifiques? Gérald Darmanin est un peu plus clair, il voudrait que les produits halal kasher soient vendus dans les mêmes rayons que les autres, qu'il n'y ait pas de rayon spécifique. Il ajoute que ça n'est que, entre guillemets, son opinion de citoyen, pas une volonté du ministre. Cette double sortie a été beaucoup vue. J'ai vu le compteur s'affoler ces dernières heures. 1 million, 2 millions, 3 millions de vues sur les réseaux sociaux pour cette vidéo. Beaucoup commenté également, par exemple, par la journaliste Caroline Fourest. Hors sujet et pas sérieux. Ce n'est pas le moment de mélanger le communautaire et le communautarisme, mais de viser l'intégrisme et le séparatisme. Le patron des hypermarchés Leclerc, Michel-Édouard Leclerc, qui s'est peut-être senti visé, répond aussi à Gérald Darmanin sur Twitter. Lui aussi, regardez, ses propos puent la manipulation. On peut évidemment vendre du kasher et du halal en étant patriote. J'invite les consommateurs et les salariés de la distribution à ne pas consacrer trop de temps à ces polémiques politiciennes. Polémiques qui s'invitent aussi dans les interviews matinales. Ce matin, Jean-Jacques Bourdin recevait sur RMC et BFM TV le président de l'Assemblée nationale. Moi, ça ne me choque pas. Moi, quand je fais mes courses, je vais au rayon produits bretons. Vous voyez, parce que je suis breton. Et je vais vers les produits du terroir. Voilà. Bon. Ensuite, vous savez, moi, dans ma circonscription à Châteaulin, il y a une grande entreprise qui exporte 500 000 tonnes de poulet par an vers l'Arabie Saoudite. Et c'est du poulet halal. Alors, je constate que quand ça permet à des filières entières de vivre, à des entreprises de prospérer, eh bien, on considère qu'on s'adapte à la demande du marché. Donc, ce n'est pas un sujet. Alors, on n'avait pas forcément pensé aux Bretons, on s'éloigne du sujet qui poursuit son chemin jusqu'au compte-rendu du Conseil des ministres. Le jour où la question des rayons de supermarché sera prioritaire pour le gouvernement, c'est que nous aurons réglé un certain nombre d'autres questions auparavant. Le dernier mot à Gérald Darmanin qui persiste et qui signe ce soir sur Twitter. Je n'ai pas un mot à retirer à mes propos, pas un. Oui, le capitalisme a aussi une responsabilité dans la société. Tout ne peut pas faire objet d'argent. Merci d'écouter mes propos en entier. Ils sont éminemment républicains. Bernard-Henri Lévy, avez-vous compris ce qu'a voulu dire Gérald Darmanin? Je crois que c'est dommage surtout, cette polémique, parce qu'il a pris des décisions tellement justes dans les dernières heures. La fermeture de la mosquée, de cette mosquée à Pantin, la question posée de la dissolution d'organisations qui fomentent et qui nourrissent l'extrémisme, comme le comité contre la prétendue islamophobie en France, la sévérité face à tous ces groupes.
et mélanger ça d'un seul coup dans une espèce de confusionnisme tout de même avec la nourriture halal et la nourriture cachère, c'est dommage et c'est absurde. Vous savez, le communautarisme, ça commence quand on confond l'espace privé et l'espace public. Jusqu'à nouvel ordre, quand on dîne ou quand on déjeune chez soi, c'est l'espace privé et on mange ce qu'on veut. Le débat a été d'ailleurs posé et tranché au moment de la Révolution française, quand les révolutionnaires ont posé la question de l'émancipation des Juifs. Ils ont dit, c'était la fameuse phrase de Clermont-Tonnerre, tout accorder aux Juifs comme individus et rien leur accorder comme corps dans le corps social. La question de la nourriture a été posée et les révolutionnaires ont conclu que ça n'était pas un problème, bien sûr. L'abbé Grégoire, à la même époque, a dit la même chose. Donc vraiment, je crois qu'on est en train de s'enfermer, enfin il faut surtout pas s'y enfermer, j'espère que ça sera passé demain, dans une polémique inutile et qui, dans cette journée de mobilisation et de résistance, fait problème et fait un peu tâche. Bruno Jeudi, vous avez droit à 20 secondes. Bon, je crois que c'est une boulette qui est pas bien grave, si je peux me permettre. Moi, j'ai regardé l'émission en entier, qui était une remarquable émission avec un Gérald Darmanin plutôt solide sur ses dossiers. Là, c'était un peu le passage où il s'est un peu lancé dans de la politique. Je sais pas, il y a une faiblesse. Il y a un petit moment politique, c'était pas terrible. Je reconnais que il mélange un peu tout. Je suis assez d'accord avec Bernard-Henri Lévy sur ce point précis. Mais franchement, c'est le genre de polémique qui va pas durer longtemps. Vous restez avec nous, Bernard-Henri Lévy. On revient dans une seconde et on passera en revue avec vous toute l'actualité de ce mercredi soir, et notamment cette enquête après l'assassinat de Samuel Paty. 3 personnes ont d'ores et déjà été mises en examen. Tout de suite. Soyez toutes et tous les bienvenus sur BFM TV 22h max. On est en direct jusqu'à minuit avec Bernard-Henri Lévy qui est avec nous ce soir pour commenter l'actualité. L'actualité, c'est d'abord cette triple mise en examen dans l'enquête sur l'assassinat de Samuel Paty. 3 premières mises en examen ce soir. Le parent d'élève à l'origine des vidéos qui ont ciblé Samuel Paty, il est mis en examen pour complicité d'assassinat terroriste, tout comme les 2 adolescents qui ont été payés par l'assaillant pour lui désigner le professeur à la sortie du collège. Ils ont 14 et 15 ans, sont mis en examen aussi, mais restent en liberté, ce dont se réjouissent leurs avocats. C'est une première victoire. Nous notons que nous avons eu affaire à des juges courageux qui ont su résister à la pression. Nous ne pouvons pas faire d'autres déclarations. L'enquête et l'hommage de la France à Samuel Paty, c'était ce soir dans la cour de l'université de la Sorbonne à Paris. Il était le visage de la République, a dit ce soir le président de la République. J'ai envie d'être là, d'être avec lui. C'est un collègue. C'est un collègue qui vient de disparaître pour avoir fait son métier, pour avoir enseigné la liberté. C'est juste pas possible. L'actualité de ce mercredi soir, c'est aussi la lutte contre le Covid. De nouvelles zones, de nouvelles villes, de nouveaux départements vont basculer demain en alerte maximale et donc potentiellement être concernés par le couvre-feu. Jean Castex le confirmera dans l'après-midi. Conférence de presse à 17h, à suivre en direct sur BFM TV. L'épidémie est en train clairement de progresser. Elle continue de progresser. 166 décès supplémentaires en 24 heures. 284 personnes de plus en réanimation. Inquiétant parce qu'on a une diffusion aujourd'hui du virus sur la quasi-totalité des territoires, partout, dans tous les départements. Alors avec des départements qui sont plus en avance que d'autres, mais on voit bien qu'on est sur une nappe virale qui est en train de progresser, qui est en train de saturer le nombre de services de réanimation. Voilà pour les titres à la une de ce mercredi soir. Voilà Bernard-Henri Lévy, les 3 sujets sur lesquels nous avons envie de vous entendre ce soir. L'enquête, l'hommage à Samuel Paty et un peu plus tard nous reparlerons du Covid. Le couvre-feu va-t-il s'étendre à d'autres villes? C'est l'une des questions ce soir. Mais d'abord donc l'enquête sur le meurtre de Samuel Paty. Je le disais, 3 premières mises en examen dont ces 2 adolescents. Vous posez la question dans votre dernier billet dans Le Point qui est sorti aujourd'hui. Cette question elle est là. Qui a tué Samuel Paty? Si vous posez la question, c'est parce que pour vous, l'assaillant, le terroriste, n'est pas seul dans cette histoire? Oui, c'est parce que je crois que les loups chassent en meute. Ils ne sont jamais solitaires. Un loup solitaire,
Ça n'existe pas, notamment dans ce genre d'affaires. Donc il y a en effet une chaîne de responsabilité, de culpabilité, qu'il appartiendra à la justice d'éclairer. Mais le parent d'élève qui a diffusé cette vidéo, qui a donné le signal de la chasse, Monsieur Abdelhakim Sefrioui, qui a prononcé des mots si terribles, qui lui a mis une cible sur le front, ces hommes-là devront rendre des comptes. Et en effet, Samuel Paty n'est pas mort sous les coups d'un jeune homme égaré qui se serait réveillé un beau matin en se disant « je vais décapiter un professeur ». Il y a une chaîne de culpabilité, hélas, beaucoup plus complexe qu'on ne le dit. Et ça veut dire, et ça va être toute la difficulté de la justice dans cette affaire, ça veut dire que être complice, ça n'est pas seulement fournir des armes matérielles, ça peut être aussi pour vous armer idéologiquement l'assaillant, le terroriste, en désignant une cible par exemple? Ça veut dire lui désigner une cible, ce qu'ont fait apparemment aussi les deux enfants, qui sont pour l'instant laissés en liberté. Ça veut dire légitimer le meurtre, donner à cet homme le sentiment qu'il fait le juste et qu'il fait le bien en tuant. C'est pas si... Vous savez... cet acte de la décapitation, ce meurtre-là, c'est pas n'importe quel meurtre. C'est pas tout à fait comme tirer sur quelqu'un au pistolet ou même le poignarder. Il y faut, et j'ai beaucoup réfléchi. J'allais dire, en lisant vos mots dans Le Point cette semaine, on a l'impression que vous êtes, je sais pas comment dire ça, mais obsédé par cet acte-là. Oui, parce que j'ai passé plusieurs mois de ma vie, il y a 17 ou 18 ans, sur un cas qui était la décapitation du journaliste américain Daniel Pearl. C'était au Pakistan. Au Pakistan. Et j'ai passé à l'époque une année au Pakistan, en France, ailleurs, vraiment à réfléchir à cet acte fou qui consiste à traiter un homme comme une bête, qui consiste à l'égorger comme s'il était un animal. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un homme qui prend cette décision-là? Et je crois en effet que c'est une telle transgression, c'est d'une telle violence. Et c'est en même temps d'une cruauté si méthodique qu'il y faut une chaîne de complicité, de légitimation, un lavage de cerveau préalable, et que ce fameux mot qu'on entend beaucoup, la radicalisation, quand s'est-il radicalisé, à quelle occasion, ça recouvre une réalité d'une extrême complexité. Et chacun a probablement joué son rôle, et la justice le dira, dans la radicalisation de cet homme. Astrid Bruno, plus on avance dans cette enquête, plus on avance dans l'horreur. Ah oui, absolument. C'est depuis vendredi, parce que là, maintenant, la mise en examen des deux collégiens qui ont désigné le professeur contre de l'argent. Contre de l'argent. 300 €, 350 €. Là, on a déjà un auteur, un assassin, 18 ans, des complices, puisqu'ils sont mis en examen pour complicité de 14 et 15 ans. Avec cette information importante donnée par le procureur cet après-midi, le procureur antiterroriste dit les choses clairement. Il dit visiblement ces deux adolescents savaient que le terroriste allait s'en prendre physiquement au professeur. Le terroriste leur avait dit. Oui. Donc il leur avait pas dit apparemment, d'après l'article du Monde, je crois, le modus qu'il allait le tuer. Mais il voulait l'humilier et le frapper. Voilà, le frapper et l'humilier. Ce qui est déjà beaucoup. Humilier un homme parce qu'il a fait son métier, parce qu'il a tenté d'ouvrir l'âme de jeunes enfants à des belles et nobles valeurs, c'est déjà un crime extraordinaire. Donc en effet, ce qui est horrible, c'est cette chaîne qui va de ce prétendu imam Sefrioui à ces deux collégiens. Mais justement, Bernard-Henri Lévy, vous connaissez bien les terrains où l'islam politique est né, l'islamisme. Cette fois-ci, tout est sur notre territoire national. On a un terrorisme fabriqué à la maison. Comment on a pu basculer finalement? Parce que là, c'est une première.
c'est pas tout à fait une première. Il y a eu le précédent, le Pakistanais a été motivé par ce qui se passait à ce moment-là, par les protestations contre le procès et la republication des assassins du Père Hamel à Saint-Étienne-de-Rouvray. Il y a eu la préfecture de police de Paris. Oui, mais ils étaient conditionnés aussi par ce qui se passait, ce qui se disait encore en Syrie quand l'État islamique était beaucoup plus actif qu'il ne l'est. Alors que là, je crois que vous savez, à travers cette machine à créer de la folie que sont devenus les réseaux sociaux, il n'y a plus de dehors et de dedans. Il n'y a plus les raisons du dehors et les arguments du dedans. Tout cela se mélange. Et on saura, là encore, en allant dans le disque dur de cet assassin, on saura les sites qu'il a visités. Et vous verrez, à mon avis, je ne sais pas, mais on verra que, en effet, la propagande la plus assassine et la plus folle de Daesh, il en a été victime. On verra sûrement qu'il est allé dans des sites de Daesh en Syrie. À propos des enfants, vous savez, ça nous stupéfie et avec raison. Mais on sait depuis longtemps que dans les bataillons de Daesh, il y avait des enfants soldats. Moi, j'ai récemment, pour un reportage... Même si là, évidemment, le cas est quand même très, très particulier. Hein. Là, ce sont des petits mouchards, c'est autre chose. Voilà. Ce sont des petits mouchards. Mais que des enfants puissent tremper dans le crime, c'est horrible, ça heurte notre entendement, mais il y a des précédents. Moi, j'ai visité une prison en Syrie, au Kurdistan syrien, qui est une prison d'enfants, un endroit où sont détenus des enfants qui étaient des enfants mouchards et des enfants criminels qui sont en attente de jugement. Je me rappelle l'un d'entre eux, j'avais raconté son histoire dans Paris Match il y a quelques mois. L'un d'entre eux, il était fossoyeur des têtes que décapitait son père dans la cour de la maison. Donc, en effet, nous avons ici, sur le territoire français, une sorte de concentré de toute l'horreur dont est capable ce troisième totalitarisme, ce fascisme, qu'est le fascisme d'obédience islamique. Astrid, avant de parler de l'hommage. La question aussi, c'est ce qui va se poser dans les prochains mois, si on se la pose, c'est comment on fait pour empêcher ça? C'est-à-dire que on a cette personne qui se radicalise. Alors en effet, là, il y a une chaîne, on la voit bien. Enfin, aujourd'hui, n'importe qui peut aller sur Internet. Un signalement avait été fait. La plateforme Pharos ne va pas réussir à empêcher. D'ailleurs, Gérald Darmanin le dit, tous des potentiels attentats. Donc maintenant, il va falloir qu'on se pose collectivement aussi la question de qu'est-ce qu'on fait? Comment on empêche aussi ces enfants-là de participer à ce crime-là? Comment se fait-il qu'à l'école, les professeurs soient encore gênés de montrer les caricatures? Mais pas seulement. Il y a aussi dans les cours de SVT, des choses qui remontent parce qu'on parle de contraception. Et tous ces petits signaux-là qui ne sont pas si petits, il faut un moment que l'éducation nationale, la société tout entière, soit présente aussi pour proposer quelque chose. Je voulais vous donner cette toute dernière information qui nous arrive et qui nous est donnée directement par le parquet antiterroriste concernant l'assassinat de Samuel Paty. Ce sont désormais 7 personnes qui sont mises en examen. Les 2 adolescents dont on parlait, le parent d'élève ainsi qu'Abdelhakim Sefrioui, ce prédicateur dont vous parliez. 3 amis, 3 connaissances du terroriste sont également mises en examen, notamment pour complicité d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Voilà cette information qui nous est donnée ce soir par le parquet antiterroriste. Il y a donc cette enquête. Je voulais qu'on parle aussi de l'hommage qui a été rendu ce soir, hommage très important, très solennel à Samuel Paty. Bernard-Henri Lévy, c'est la 2e image que je voulais vous faire commenter ce soir. On va écouter une partie du discours d'Emmanuel Macron ce soir à la Sorbonne. Tombé parce qu'il avait fait le choix d'enseigner. Assassiné parce qu'il avait décidé d'apprendre à ses élèves à devenir citoyens. Apprendre les devoirs pour les remplir. Apprendre les libertés pour les exercer. Ce soir, je veux vous parler de Samuel Paty. Bernard-Henri Lévy, vous écrivez, vous parlez, et ça rejoint ce que dit Emmanuel Macron ce soir, de cette secte d'assassins qui est prête à tout pour, Charlie ou pas Charlie, rendre impossible l'acte même d'enseigner. Oui, c'est pour ça que je pense que on s'égare quand on se demande si il n'y avait pas une provocation à montrer les caricatures, si un professeur n'a pas aussi un devoir de scrupule et de respect, parce que en vérité, pour ces hommes-là, ces islamistes radicaux,
caricature ou pas caricature, l'école républicaine, c'est l'ennemi à abattre. Et Emmanuel Macron l'a dit, je trouve, parfaitement dans le discours dont vous venez de donner un extrait. C'est pas les caricatures qui sont la question. C'est pas la prétendue offense. Et je crois que, moi en tout cas, vous disiez tout à l'heure, vous demandiez de quoi on était fatigué, est-ce qu'on est fatigué des commémorations? Moi je suis fatigué régulièrement d'entendre des femmes et des hommes nous dire on se sent offensé, on se sent agressé, on se sent humilié. Non. La réalité, c'est que pour eux, l'école républicaine, avec tout ce qu'elle véhicule, d'apprentissage aux Lumières, de confrontation des mémoires, de récit national, tout cela leur est insupportable. Et avec des sujets de plus en plus compliqués à aborder. On avait le cas, on en parlait tout à l'heure, d'une jeune fille de 16 ans, mise en examen dans un lycée à côté de Toulouse, parce qu'elle s'en est prise à une enseignante qui avait simplement abordé la question du voile en cours. Enseignante qui a été copieusement insultée par plusieurs élèves, etc. Il y a une mise en examen. C'est pour ça qu'il y a des choses, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire, et ça sera, comme l'a dit Manuel Valls sur votre plateau, une guerre de longue haleine. Enfin, il y a des choses assez simples qu'on voit déjà. Par exemple, cette histoire de coéducation. Il faut arrêter avec la coéducation. C'est-à-dire école-parents? Oui. Les maîtres sont là pour enseigner. L'école est là pour, pendant quelques heures de la journée, extraire provisoirement les enfants du milieu familial, avec ses préjugés, avec ses inégalités, avec ses injustices, et leur donner un enseignement citoyen, par exemple. Deuxièmement, vous disiez tout à l'heure, et vous aviez raison, les enseignants méritent d'être qualifiés de héros autant que les soignants au printemps dernier. Moi, je rêve que le jour de la rentrée scolaire, des vacances de la Toussaint, il y a un mouvement de solidarité du peuple français vis-à-vis de ses enseignants. Nous avons tous été capables de nous mettre à nos fenêtres tous les soirs, à 20h, pour applaudir les soignants. J'aimerais que la veille de la rentrée de la Toussaint, eh bien, nous soyons tous, je ne sais pas, peut-être à nos fenêtres, peut-être ailleurs, mais pour témoigner notre respect et notre gratitude et notre solidarité vis-à-vis des soignants. Et puis, troisièmement, on peut tourner autour du pot tant qu'on veut, mais on sait maintenant que le rectorat, l'académie, les collègues, le lycée, je ne sais pas, n'ont pas été d'une solidarité sans faille avec le professeur assassiné. Ils étaient un peu, eux, certains d'entre eux, dans la logique du pas de provocation, respectons les sensibilités. Non, il faut que face à des situations de ce genre, pour le coup, le rectorat, le corps enseignant soit d'une solidarité sans faille, quelles que soient les opinions des uns et des autres, quel que soit le syndicat auquel on appartient. Il y a désormais une cause sacrée qui est la défense et la solidarité avec les enseignants qui sont désormais en danger de mort. Ils seront en danger de mort le lundi de la rentrée parce qu'ils feront leur métier d'enseignant. Vous vous acquiescez? Non, je sais qu'il y a aussi des inquiétudes au sein du gouvernement qui disent mais est-ce que les enfants, les parents d'élèves, les professeurs ne vont pas avoir peur aussi? Et là, pour l'instant, il y a une vraie réaction très solide de la nation française. On a fait un reportage récemment à Cergy avec des enseignants qui vous disent nous, on continuera à montrer les caricatures, à enseigner. Après, moi, ce qui m'interroge quand vous parlez de cette information d'une jeune fille qui est mise en examen, je me demande si la réponse, elle est la mise en examen. Moi, je pense qu'il va falloir qu'on discute aussi collectivement de toutes ces questions-là. Le voile, j'ai l'impression que dès qu'il y a une petite polémique, ça fait quelques plateaux de télévision et puis c'est enterré. En fait, on parle de ces questions islam, religion, politique de la vie, elles sont très vastes, que quand il y a un attentat comme ça. Alors que je me replongeais dans les débats, il y a un film magnifique qui est en ligne sur les débats de la loi de 1905, la laïcité. C'était des débats passionnants. Sanglant, j'allais dire dans le bon sens du terme, c'est-à-dire politiquement passionnant. Et on voit que la gauche, d'ailleurs, était très divisée, comme aujourd'hui, entre ceux qui voulaient interdire la soutane. Et peut-être que si on se replongeait un peu dans cette histoire-là, si on parlait un peu des choses, pas dans l'émotion, pas 3 jours après, mais un vrai débat de société sur ces questions-là, je pense que, je dis pas que ça changerait tout, mais je pense que ça ferait avancer beaucoup de choses. Avant de passer à l'agenda, Bruno, vous voulez rajouter un mot ou pas? Non, je pense que la loi de 1905, elle a été très bien digérée. Moi, je pense plutôt le contraire. Je pense qu'elle a été très bien digérée. Je ne sais pas s'il faut rouvrir ça. Je pense que c'est plutôt outiller les professeurs pour qu'ils aient les moyens d'adapter leur enseignement à tous ces jeunes qui, eux, ne connaissent pas bien, justement, nos lois fondamentales. Il faut qu'on aille vers l'agenda, Bernard Wellamy. En un mot. Et puis arrêter aussi de tout confondre. J'entendais tout à l'heure
c'était peut-être pas ici, peut-être sur une chaîne concurrente, que la laïcité, c'était le respect des opinions des uns et des autres. Non. La laïcité, c'est la séparation du théologique et du politique. La laïcité, c'est le fait que, quelles que soient vos croyances, elles n'ont pas vocation à fabriquer la loi. Voilà. La laïcité, c'est pas une école de respect, c'est une école de... c'est une conception de la loi. On passe à l'agenda de ce jeudi, donc demain. Sonia, quels sont les événements qui feront la une ? Alors, il y a évidemment la conférence de presse du Premier ministre, le dernier débat entre Joe Biden et Donald Trump avant l'élection aux États-Unis et les premiers pas d'Estelle Lefébure sur les planches. Alors, la conférence de presse, c'est demain à 17h, édition spéciale sur BFM TV dès 16h avec donc un couvre-feu étendu. Quelles restrictions, quelles villes concernent